Bonjour Franck, merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation sur Health Tech in Progress. Et aujourd'hui, on va parler de biotech, on va parler de Emarina. Mais avant de commencer le podcast, et je pense que tu vas avoir une très bonne réponse à nous donner, quel est ton aventurier ou ton aventurière préféré? Alors bonjour à toi. Je pense que la réponse tu le connais, c'est le commandant Cousteau en fait qui a guidé en fait mes pas en biologie marine. Donc c'est quelqu'un qui a beaucoup compté pour moi. Alors dans mon enfance parce que je rêvais devant les émissions du commandant Cousteau quand je voyais la Thalassa partir en fait sur c'est pas la Thalassa d'ailleurs, c'est la Calypso qui partait sur les océans. Et donc moi un jour je me suis dit j'irai aussi naviguer sur les océans. Et j'ai eu la chance de le rencontrer. Donc, le commandant Cousteau, c'est vraiment quelqu'un qui a compté dans mon aventure. D'accord. Et donc justement, comment il t'a guidé? Je crois que tu l'as même rencontré, si je me trompe pas. Ouais, tout à fait. En fait, il donnait des conférences à l'Institut océanographique rue Saint-Jacques à Paris, dans le 5e. Et donc, moi, j'étais assidu de ces confs, en fait, sur la biologie marine. Et je suis allé le voir. Donc, c'était blindé. J'ai réussi à rentrer. Et donc, il présentait, je crois, son film sur le Danube. C'était en fait toute la série sur les grands fleuves. Et finalement, il a présenté son film qui venait d'arriver. Et puis, j'ai eu le culot d'aller le voir et je lui ai dit, commandant, comment on fait pour être commandant Cousteau? Et donc, il m'a fait ma feuille de route. Grosso modo, il m'a dit, écoutez, vous êtes à Paris. Si vous voulez faire de la biologie marine, il faut aller à Paris 6. Donc, ce qui s'appelait Paris 6, Pierre et Marie Curie. Maintenant, ça s'appelle Sorbonne Université. Et donc, il y a un DEA d'océanographie. Si tu es bon, tu y seras pris. Et puis après, si tu es bon, tu feras une thèse. Et puis peut-être que tu feras aussi des post-docs et puis tu seras pris au CNRS. Et peut-être que tu pourras naviguer sur les bateaux et plonger dans les abysses. En fait, j'ai pris ça comme une feuille de route. J'ai coché toutes les cases. Ok. Et donc j'ai fait ça. Donc je suis devenu docteur en biologie marine grâce en fait au guide du commandant Cousteau qui m'a fait ma feuille de route. Et donc, ça veut dire que si tu as coché toutes les cases, t'es aussi passé par la phase faire des plongées sous-marines pour aller Ah trouver ouais. des choses. Oui, oui, tout à fait. En fait, j'ai plongé dans les abysses en fait avec les sous-marins en fait qui nous permettaient d'aller à 3600, 4000 mètres de fond au niveau du Pacifique ou de l'Atlantique. Et donc, c'était soit des sous-marins américains qu'on appelait l'Alvin qui appartiennent à la Woodsole. Donc, j'ai participé à des missions américaines, j'ai participé à des missions françaises avec soit le Victor en fait qui est le sous-marin téléguidé de l'Ifremer, soit le Nautil en fait, le sous-marin jaune en fait de l'Ifremer. Et qu'est-ce que tu ressens justement quand tu travailles là dans ces missions-là? Alors déjà une certaine fierté d'être en fait sur un bateau avec des scientifiques que j'avais vu que dans les articles scientifiques ou qu'on m'avait présenté en cours, mais que je côtoyais quasiment tous les jours, pas quasiment tous les jours parce qu'en fait sur un bateau vous êtes comme une petite île, donc vous vivez avec les gens et surtout en fait d'avoir réussi à alors, sans la fierté ou l'arrogance, mais de dire heureusement que j'ai rencontré le commandant parce que sinon jamais j'aurais pu être là. Et puis vous imaginez la première mission que j'ai faite, c'était au large des Galapagos. C'est le truc qui me faisait rêver quand j'étais gamin. Et donc, j'allais sur un bateau à San Diego, naviguer. Donc, je suis parti de San Diego pour aller au large des Galapagos à 13 degrés nord dans le Pacifique. D'accord, ça doit être une sacrée aventure. Je pense que tu réponds parfaitement à la charte éditoriale du podcast qui est de donner la parole aux aventuriers qui font la santé de demain. Une autre petite question pour bien te connaître. Qu'est-ce qui te passionne plus largement dans la vie? Alors moi je suis quelqu'un qui est alors j'adore travailler avec mes mains, donc je suis un manuel où j'adore en fait bricoler, j'adore le jardinage, puis pas en fait créer. En fait je suis quelqu'un qui peut construire une cabane sans plan parce que je l'ai imaginé dans ma tête. En fait je suis quelqu'un de très créatif et surtout qui adore en fait se servir de ses mains et de s'aérer dans la nature. Justement, avec ton parcours aventurier, qu'est-ce qui t'a poussé derrière après vers le monde entrepreneurial? Parce que tu es passé du monde académique, de la recherche, un peu du côté aventure, jusqu'à l'entrepreneuriat. Et qu'est-ce qui t'a attiré vers ce monde-là? Alors je pense que ce qui m'a attiré aussi c'est la création, mais surtout la frustration. C'est-à-dire que quand j'ai découvert cette molécule, on m'a dit que s'il y avait quelque chose, on le donnerait à un industriel. Donc dans mon laboratoire, on me dit non, toi t'es scientifique, tu restes à la paillasse, tu fais tes publications scientifiques. Et puis c'est un autre monde, on le donnera à un industriel. Et je pense que là, on m'a planté la graine de la frustration. Et j'ai pensé, en fait, dans ma tête, mais pourquoi t'aurais pas le droit d'aller jusqu'au bout de ton imagination et d'aller tester si ça marche chez des patients? Et donc, voilà, c'est encore une aventure en fait, l'entreprise. J'y connaissais rien. On m'a planté la graine de la frustration et puis j'y suis allé. Je me suis dit, je vais apprendre et donc c'est ce que j'ai fait. Donc, je pense que c'était d'une frustration et d'aller au bout de ses idées, c'est-à-dire vous découvrez un truc, vous savez que vous avez trouvé quelque chose, mais allez le tester pour savoir si ça marche sur des patients, c'est une autre aventure. J'ai fait tout le chemin en fait.
Complètement, c'est vrai que je comprends du coup ce qui t'a attiré là-dessus. Et peut-être une question qui va m'intéresser, et je sais qui intéresse nos auditeurs qui viennent aussi du monde académique, c'est quelle vision tu avais de l'entrepreneuriat avant de te lancer? J'avais quasiment pas. Alors déjà, il faut savoir que moi, je suis un pur produit universitaire et un pur produit de l'ascenseur social. Et donc, en fait, je suis né dans une famille modeste, j'étais heureux, etc. Mais personne chez moi avait fait des études. Donc, si je suis là aujourd'hui, c'est parce que, en fait, à un moment donné, la nation m'a donné la possibilité de faire des études. Et en fait, quand je suis rentré à l'université, on m'a dit non, non, mais tu peux faire deux boulots. Tu peux être chercheur ou enseignant-chercheur. On m'a jamais parlé de l'entreprise. Donc moi, le monde de l'entreprise, c'était un monde que je ne connaissais pas. En fait, je dis toujours que dans mon monde, en fait, j'étais de l'autre côté du mur de Berlin. Et en fait, de l'autre côté, il y avait un autre monde que je connaissais pas. Et donc, je suis passé de l'autre côté du mur de Berlin. Et donc j'y connaissais rien. Par contre, je savais que c'était un monde où on pouvait créer, on pouvait inventer, on pouvait développer, etc. Alors que j'ai été très heureux, en fait, dans le monde académique, mais j'étais frustré de ne pas pouvoir aller jusqu'au bout de mes idées. D'accord, tu fais la transition presque automatique en parlant de créer, de développer. Est-ce que tu peux nous présenter ce que fait Emarina aujourd'hui? Alors, Emarina, en fait, développe à partir de la molécule que j'ai identifiée, qui est une molécule d'hémoglobine, un transporteur d'oxygène chez un ver marin. Je développe en fait une plateforme technologique à partir de cette molécule. Et aujourd'hui, on a démontré que cette molécule était capable d'oxygéner des cellules, des tissus, des organes ou des organismes totaux. Et donc, en fait, j'utilise cette technologie de transporteur d'oxygène pour développer des applications autour de la greffe d'organes, autour de la culture cellulaire, autour de la cicatrisation, soit au niveau des plaies, soit au niveau dentaire, soit au niveau de la transfusion sanguine dans des applications particulières. Donc, en fait, tout ce que je dis là, en fait, ça peut paraître énorme, mais j'ai trouvé, en fait, le dénominateur commun de toutes ces applications-là, qui est comment je transporte de l'oxygène physiologique à tous ces niveaux du vivant. Et donc moi, mon boulot aujourd'hui, c'est de transformer en fait cette plateforme technologique en application. Et c'est pas du tout de la magie, hein, c'est parce que j'ai appris la physiologie comparée. Et ce qu'on fait, on met en place en fait dans Emarina, c'est purement des processus physiologiques. Il y a aucune magie là-dedans, quoi. D'accord. C'est intéressant que tu abordes le terme plateforme parce que je sais que c'est un terme un petit peu des fois galvaudé et on a un peu de mal à comprendre ce qu'il y a derrière. Donc plateforme, c'est vraiment le fait d'avoir une solution entre guillemets et d'avoir plusieurs applications grâce à cette solution-là. C'est ça, c'est exactement ça. En fait, cette molécule, elle est capable de transporter de l'oxygène. Et tu sais très bien, comme moi, en fait, que l'oxygène est indispensable à la vie. Nous, on est constitué d'un amas cellulaire. On a aussi des tissus, on a des organes. Et donc, en fait, tout composé en fait d'un organisme vivant a besoin d'oxygène. Et donc, par contre, ça peut être dans un tube à essai, ça peut être dans un bocal où on va mettre un organe, ça peut être directement sur la peau si on fait. Donc en fait, moi ce que je fais, c'est que je développe cette plateforme en fonction de ma connaissance, en fonction des besoins thérapeutiques dont on a besoin. Et donc c'est encore une fois, c'est immense, c'est un champ immense, gigantesque. Je serai mort, il y aura encore des applications derrière, en fait tout ça en fait. C'est vraiment une révolution technologique hyper simple hein, qu'on connaissait depuis des lustres. Sauf qu'on n'avait pas trouvé encore la molécule qui était capable de répondre à toutes ces applications. Bah, tu m'emmènes sur une question presque automatique, parce que tout le monde doit se poser la question de savoir qu'est-ce qui t'a emmené à t'intéresser à ce petit ver marin? Alors tout simplement, c'est juste la science, la connaissance. En fait, tu sais, quand on est chercheur, souvent, en fait, on dit. Alors aujourd'hui, les politiques parlent d'innovation. Ils disent, il n'y a pas un discours politique. On va innover, on va innover, on va innover. Mais sauf que l'innovation, c'est pas quelque chose qu'on fait en se réveillant le matin. On dit pas, tiens, j'ai mis le pied par terre, je vais innover aujourd'hui. En fait, c'est un continuum. Donc l'innovation provient en fait de la recherche fondamentale qui se transforme à un moment donné en application. Et moi, ce qui m'a toujours intéressé par mon approche de biologie marine, j'étais toujours intéressé par les vers marins, tout simplement parce que les vers, dans un contexte de physiologie comparée, d'aller comparer la respiration d'un ver de terre avec la respiration d'un ver de mer, ça nous apprend vraiment comment ça fonctionne. On compare les environnements pour apprendre les mécanismes. Et donc les vers, ça a toujours été en fait mon moteur parce que j'adorais la physiologie comparée. Et puis ce qui m'a intéressé, c'était cet animal, la rénicole. Alors j'ai travaillé sur d'autres vers qu'on trouve au fond des océans, mais la rénicole c'est hyper important parce que tu sais qu'on vient tous du domaine marin. Donc en fait les vers sont venus du domaine marin et puis après ils sont allés dans ton jardin, c'était les vers de terre, en passant par les rivières ce sont les sangsues, et là les vers se sont arrêtés en fait entre la mer et la terre. Et donc moi ma question c'était mais comment il est capable de respirer entre la marée haute et la marée basse? Comment ça marche? Nous on n'est pas capable de le faire. Et donc en fait finalement en essayant de répondre à cette question de recherche fondamentale, je me suis focalisé sur le sang de l'animal
parce que le sang contient des protéines, notamment des hémoglobines, qui font le lien entre l'environnement extérieur et l'environnement intérieur. Je me suis focalisé sur le sang de cet animal et j'ai découvert cette molécule d'hémoglobine. D'accord. Donc c'est vraiment un concours de circonstances, mais c'était pas en fait ma volonté d'innover à partir de ce verre-là n'était pas présente au démarrage. D'accord, mais mais comme tu dis, c'est qu'il n'y a pas forcément que du hasard, c'est que tu as quand même observé ce qui se faisait, que tu t'es quand même posé la question de savoir comment ce verre. Tu sais, la plupart des gens, en fait, moi quand je disais que je travaillais sur les vers de mer ou l'arrêt Nicolas, les gens me disaient mais attends, mais les gens du Sénat, c'est pas autre chose à faire. Et puis souvent quand tu parles de vers, les gens me disent pêche. Vers, c'est pour aller à la pêche. En fait, moi, c'était pas vers pour aller à la pêche, c'était vers comment il respire. En fait, c'était exactement le même matériel de départ, sauf que c'était pas la même question. Et donc, en fait, tout le monde a vu ces vers, mais tout le monde pensait que ces vers, ça servait à aller à la pêche. Moi, j'ai essayé juste de comprendre comment ça fonctionnait, comment ça marchait. D'accord. Et justement, là, on tombe en plein dans l'actualité parce que je sais que vous avez fait des grosses annonces récemment et notamment la double transplantation de bras. Est-ce que tu peux nous en dire un mot justement de comment ça s'est passé, comment s'est noué ce partenariat, etc. Bien, bien. Alors en fait, ça s'est passé. En fait, tu sais, moi, j'ai toujours gardé une grosse assise scientifique. C'est-à-dire tout ce que je te raconte aujourd'hui, c'est pas Frank Sell qui délire derrière son ordinateur. C'est en fait, tu peux regarder sous Medline ou etc. Je continue à publier. Cette année, on a dû publier une dizaine de papiers scientifiques. Donc j'ai une grosse en fait activité scientifique de publication. Et finalement, comment ça s'est passé? Donc, il y a eu aussi une greffe de visage qui s'est fait avant de cette greffe en fait de bras. Okay. Et donc, il y a eu un papier qui a été publié dans le Lancet Journal. Donc, Lancet, tout le monde en fait a accès dans le monde entier. Une équipe indienne s'est dit waouh, c'est super ce qu'ils ont fait avec la greffe de face. Ils ont appelé le professeur Lantieri en disant comment on me contacte. Ils sont rentrés en contact avec moi. On a eu une discussion de scientifiques. Voilà, j'ai un problème de greffe de bras. Ça va durer longtemps. C'est des tissus composites. Ça demande beaucoup d'oxygène. J'ai vu que votre technologie était extrêmement intéressante. Est-ce que je peux l'avoir? Voilà. Et donc en fait, ça a été, moi en fait, bien sûr, tu peux l'avoir si tu veux essayer et sauver encore une personne. C'était un pauvre malheureux en fait qui avait perdu ses deux bras parce qu'il avait pris un câble électrique avec les deux mains, donc il avait été amputé des deux bras. Moi, tu sais, quand on me demande, tu peux aider pour lui rendre une vie meilleure. Moi, c'est mon moteur. Donc, je leur ai envoyé le produit. Bien sûr, ils ont eu toutes les autorisations des autorités indiennes. Et donc, quand on m'a appelé, en fait, en disant l'opération s'est faite, ça s'est super bien passé et c'est incroyable parce que en moins de 10 minutes, le bras était oxygéné. J'ai fait mon job, c'est-à-dire que je suis allé jusqu'au bout de mon idée. Et aujourd'hui, le gars, en fait, il a retrouvé ses mains, il bouge des doigts, etc. Donc, et il est heureux. Et donc, moi, ça me rend heureux d'avoir rendu, en fait, quelqu'un qui souffrait, en fait. Juste parce que en fait j'étais là et qu'en fait il y a eu une rencontre assez magique. Donc c'est vrai que la satisfaction elle doit être énorme de savoir que tu es parti du début de te balader sur la plage, d'identifier le verre jusqu'à arriver à ce niveau-là, ça doit faire quand même quelque chose. Tu sais, c'est super étonnant parce que le verre sur la plage qui vit entre la marée haute et la marée basse, c'est exactement ce qui se retrouve dans le domaine médical qu'on appelle ischémie reperfusion. Et donc, en fait, le verre sur la plage entre la marée haute et la marée basse, c'est l'ischémie reperfusion. Et donc, ce verre, il a énormément, en fait, il a évolué pour répondre à cette pathologie, en fait, cette problématique médicale. D'accord. Et aujourd'hui, quels sont justement les plus gros challenges auxquels tu fais face avec Emarina? Alors, les plus gros challenges, il y en a plusieurs. T'imagines, en fait, un gars qui trouve, en fait, un verre sur la plage et en fait un produit médical, c'est la réglementation. C'est difficile parce que quand tu vas voir des réglementaires et que tu leur dis que tu vas faire un produit avec un verre marin, c'est quoi le formulaire qu'il faut remplir? Le formulaire il n'existe pas, on va le remplir, on va le créer. Et donc en fait c'est la réglementation, c'est très difficile, c'est un cap qu'il faut traverser. Alors bien évidemment il en faut parce qu'il faut pas faire n'importe quoi, mais ça devient extrêmement lourd, extrêmement compliqué au point que pour moi aujourd'hui en France le principe de précaution en fait s'est transformé en précaution par principe. Et finalement, il faudrait plutôt avoir une vision d'innovation responsable. Donc, je dirais la réglementation, ça a été le challenge. D'accord. Et est-ce que tu arrives à projeter justement les défis futurs auxquels vers lesquels tu vas arriver? Alors là, on arrive à un cap, c'est-à-dire que nous, ce qu'on voudrait, c'est que notre produit, en fait, aille dans le monde entier. Donc, Emarina est à Morlaix. Donc, le monde entier, il est grand. Hein. Et donc, en fait, c'est de trouver les moyens de diffuser, en fait, ce produit dans le monde entier par des circuits, etc. Donc, là, aujourd'hui, c'est de la stratégie, comment on fait pour adresser, en fait, les différents pays, etc., etc. Donc, c'est les canaux, en fait, de diffusion de cette technologie dans le monde.
D'accord. Et est-ce que vous avez aussi peut-être les problèmes d'industrialisation? Ça doit forcément être des questions qui se posent. Alors bien évidemment, parce qu'au démarrage, quand tu dis tu vas faire un produit pharmaceutique à partir d'un verre, les gens ils me disent mais il est frappé, lui comment on va faire rentrer un verre dans un établissement pharmaceutique? Ben, on a trouvé les moyens, donc l'industrialisation c'est derrière nous, ça nous a pris 8 ans. Hein. Donc tu trouves un verre sur la plage, t'en as un, après il faut faire des millions de litres de produits ou des kilos de produits, c'est comment tu fais. Et donc on a développé pendant 8 ans. Il me faut des verres, comment je les produis, il faut que j'extrais ces molécules, comment je fais. Donc en fait, ça c'est derrière nous. Mais ça a été le plus dur en fait de mon parcours. Tout simplement parce que tu sais aujourd'hui, c'est pour ça qu'il y a des effets d'annonce. Des fois, tu entends, oui, le laboratoire machin a trouvé la molécule miracle contre le cancer qui va sauver le monde entier. Très bien dans un tube à essai. Quand tu dois en faire des kilos, c'est autre chose. C'est vrai que ce que tu dis là, c'est que ce qu'on observe aussi un petit peu, c'est que des fois, l'académique n'a pas tendance à penser justement à cette phase d'industrialisation. C'est des fois, malheureusement, de la recherche pour de la recherche. Bon, je critique pas, mais c'est vrai que... Pas du tout, parce que tu sais, en fait, on a l'impression qu'il y a qu'un faucon. On a fait un picogramme, je vais en faire 1 kilo, c'est facile, tu multiplies ton truc. Et c'est pas du tout ça. Et puis en plus, t'as le scale-up, ce qu'on appelle la montée en échelle en fait de production, mais t'as l'aspect réglementaire. Donc de faire un picogramme ou 1 milligramme ou tout ce que tu veux dans un laboratoire, c'est pas du tout la même chose que de le faire en conditions GMP. Donc GMP, c'est Good Manufacturing Practice, qui répond aux normes pharmaceutiques, mais t'es dans un autre monde, quoi. C'est complètement différent. Et ça va m'intéresser parce que je sais que j'ai eu cette discussion là très récemment sur le podcast avec Sophie Cahen de Ganymede Robotique, et elle me disait qu'elle arrivait à voir un petit peu dans le futur. Est-ce que toi, tu as des tips, des astuces justement pour te projeter dans le futur et anticiper les étapes qui arrivent? Oui. En fait, c'est ça qui est assez intéressant, c'est que quand tu as fait ce parcours-là, tu as été un peu un pionnier. Donc tu vois où il y avait le sens interdit, où tu avais le truc. Donc aujourd'hui, si j'avais à recréer Marina avec la connaissance que j'ai acquise depuis toutes ces dizaines d'années là, mais ça irait beaucoup plus vite. En fait, j'ai appris à marcher. En fait, j'ai appris en marchant. C'est-à-dire que je me suis planté, j'ai raté, je me suis trompé, etc. Mais ça m'a formé, en fait, grosso modo. Je pense que j'aurais été beaucoup plus vite si j'avais eu aussi peut-être un vernis, en fait, de l'industrie, ce que j'avais pas du tout. Donc, j'ai découvert la pharma, en fait, en marchant. Et donc, et aujourd'hui, bien sûr que j'ai plein de visions. J'arrive à voir, en fait, quelle va être la médecine de demain, tout simplement parce que je vois ce qu'on a ouvert comme porte. Tu sais, en fait, là, on a ouvert des portes, on a ouvert une porte. Et derrière, il y a un monde infini. Donc c'est ça qui est incroyable, c'est qu'on ouvre en fait un autre monde sur la médecine de demain, la médecine personnalisée, la médecine en fait par exemple un organe, c'était une course contre la montre. Aujourd'hui, on peut dire aux gars, aux chirurgiens, non, mais écoutez, c'est bon, vous avez le temps, n'ouvrez pas le bloc à 3 heures, vous l'ouvrez à 9 heures, l'organe, il est très bien dans son bocal. Donc, on peut prévoir, on peut programmer des transplantations, ce qu'on pouvait pas avant. Donc, je sais pas si tu t'imagines, en fait, la transplantation, c'est une course contre la montre. Nous, on peut dire, les gars, c'est pas l'hélicoptère, non, il peut rester à terre, on va prendre la voiture. Donc, en fait, on change le paradigme. Comme tu le dis, justement, pour ouvrir les portes, on sait qu'il faut quand même beaucoup d'argent. Et une question amusante que j'aime bien poser à mes invités, c'est de savoir qu'est-ce que tu ferais si tu avais 100 millions d'euros, là, tout de suite, maintenant, à utiliser pour développer Marina? Alors, beaucoup de choses, en fait. Déjà, j'appuierais, en fait, sur des projets industriels. C'est-à-dire que maintenant, en sachant que, en fait, la clé de notre réussite, c'est l'industrialisation, j'appuierai tout de suite en fait sur la construction d'une nouvelle usine 4.0 qui permet de faire ça d'une façon automatisée. J'ai défini les process, etc. Donc je sais que ça c'est le point extrêmement important. Et puis t'es pas censé ignorer que en fait ce qui a fait le défaut en France, c'est le manque en fait d'avoir d'outils industriels pour les médicaments. Et donc aujourd'hui, ce serait le premier point. Ensuite, ça serait de mettre en place des partenariats en fait avec des pharma pour en fait leur donner les canaux de distribution de ce produit-là, ce qui permettrait d'aller très très vite dans le monde. Ensuite, c'est le recrutement. Moi, je pense que les ressources humaines, c'est extrêmement important. C'est en fait, c'est voilà, de staffer en fait l'équipe pour avoir des ressources un peu partout, quoi. D'accord, parce qu'aujourd'hui, vous êtes combien dans l'équipe? Alors aujourd'hui, on est une vingtaine en fait sur Morlaix, puis on est 5 en fait à Noirmoutier, donc 25, une petite équipe. D'accord, 25. Et finalement, est-ce que Marina, ça ressemble aujourd'hui à ce que tu avais en tête quand tu t'es lancé? Pas du tout. En fait, pas du tout. En fait, tu sais, quand je me suis lancé, j'avais vu ce produit alors, ce que je vais te dire, c'est bizarre, mais c'est vraiment mon vécu. C'est-à-dire que quand j'ai vu cette molécule qui était le sang de la rénicole,
Moi, je voulais faire un substitut sanguin. Ok. Et donc, on me disait, donc les premiers business plans que j'ai fait, c'était, je vais développer un substitut sanguin. Et quand j'allais voir les investisseurs, ils me disaient, mais ça va pas, non, c'est super difficile, etc. Et puis, en fait, ils me disaient, et puis j'ai vu un gars sur mon chemin qui me dit, mais non, t'as pas une application, tu as un produit. Alors, tu vas voir, aujourd'hui, ça paraît évident, mais moi, je le voyais pas. Et donc, je lui dis, mais non, j'ai pas un produit, j'ai une application, c'est un substitut sanguin. Et puis, en fait, j'ai rencontré des gens qui m'ont dit, mais non, regarde, t'as un produit dans un flacon, là, c'est un truc, tu peux faire des applications potentiellement avec ça. Et là, ils m'ont ouvert les yeux, alors que c'est évident aujourd'hui, évident que j'avais un produit dans un flacon, mais je le voyais pas. Et donc, en fait, j'aurais peut-être, dès le démarrage, développé la technologie d'une autre façon. Et puis, tu sais, j'ai beaucoup appris aussi avec les investisseurs. Les investisseurs, souvent, on dit, ouais, il m'a pas compris, je sais pas, il a pas mis de l'argent chez moi, etc. Par contre, ils m'ont vachement aidé en me disant, non, c'est pas comme ça qu'il faut faire, c'est comme ça qu'il faut faire, c'est pas comme ça qu'il faut faire. Et donc, à un moment donné, il y a un gars qui m'a dit, pourquoi tu veux grimper l'Everest tout de suite? Fais des plateaux d'adaptation, tu grimperas, t'as le temps, hein, tu n'es pas obligé d'aller au sommet très très vite, mais en fait, stabilise ta boîte. Et donc, c'était une très bonne idée, en fait. Et donc, c'est comme ça que j'ai commencé à monter l'Everest avec des applications. Donc, c'était pas du tout prévu au démarrage. J'ai l'impression qu'aujourd'hui, quand même, il y a on va dire les chercheurs ou ceux qui se lancent dans des biotech, ils sont de plus en plus sensibilisés à cette approche produit et pas cette approche solution. Je sais que j'ai échangé avec Eversome récemment sur justement la production de vésicules extracellulaires et tout de suite, ils sont partis sur, pareil, une approche plateforme. C'est hyper important. En fait, et ça c'est un nouveau discours. Parce que tu sais, moi, j'ai créé la boîte en 2007. Les investisseurs ne voulaient pas en entendre parler. Ils voulaient mettre de l'argent dans une boîte où il y a une application où, en fait, on allait mettre beaucoup d'argent pour aller soigner le cancer de je sais pas qui. Et puis, finalement, donc, on misait une fois. C'est-à-dire qu'on voulait surtout pas qu'il y ait de plateforme. L'argent, c'était pour aller sur ce deal-là, mais pas sur ce deal-là. Et en fait, le problème, c'est que quand ça se plantait, tout se plantait. Et aujourd'hui, on s'est dit, mais finalement, en fait, et donc maintenant, on revient sur les plateformes en disant, mais il faut mieux avoir un pipe. Et si on se plante sur un, tu vas pas quand même te planter sur tout. Et donc, ça rassure les investisseurs. Ok. Une autre petite question marrante que j'aime bien poser, c'est quelle est la chose depuis le début d'aventure que tu n'avais vraiment pas du tout anticipé ou pas du tout attendu? Je pensais pas que la réglementation était si dure. Donc, tu sais, nous, dans le développement des Modo Life, on a eu 3 réglementations qui ont changé en cours de développement. Donc, c'était un produit thérapeutique annexe, c'est devenu un dispositif médical selon le MDD, et maintenant c'est un dispositif médical selon le MDR. Donc, tu fais ton boulot, et puis à un moment donné, tu as un truc qui arrive, c'est une réglementation qui change. Donc, pourtant, j'avais anticipé que la réglementation était importante, mais j'avais pas anticipé que la réglementation pouvait changer. Et donc, en fait, voilà. Donc, j'ai appris aussi. Et donc, tu vois, je pense que la réglementation, elle doit être au service de la société. La société ne doit pas être au service de la réglementation. Et donc, pour moi, en fait, on a montré que ce produit pouvait sauver des vies. Et donc, une fois qu'on a démontré ça, ça devrait être la réglementation qui nous aide en fait à établir la technologie, parce que notre but, c'est de sauver des gens. C'est pas de faire le plus de papier possible. Et donc, à un moment donné, quand on a démontré la sécurité et la performance, ça devrait être la réglementation qui nous aide en fait à développer la technologie. Ce qui se passe pas comme ça, parce qu'aujourd'hui, il y a un schisme entre la réglementation. Nous, on est les réglementaires. Toi, tu es le développeur. On se parle pas. Moi, je te donne des directives et tu es obligé de les faire. Oui, sauf que aujourd'hui, dans les autorités, souvent, il y a des gens qui sont jamais allés dans l'industrie, donc ils connaissent pas en fait la problématique de l'industrie. Tu fais la transition automatique vers la troisième partie de l'échange que je consacre à l'écosystème HealthTech. Et justement, j'allais te poser la question de savoir qu'est-ce qui te plaît pas dans l'écosystème HealthTech et peut-être plus particulièrement biotech français. Alors, je vais te dire un truc. Moi, ce qui me fait avancer, c'est l'innovation. C'est l'innovation. J'ai jamais été un homme d'argent, donc c'est pas mon truc, ça me fait pas fantasmer. Alors qu'aujourd'hui, je trouve que finalement, on parle beaucoup d'argent. En fait, on parle beaucoup d'argent, des levées de fonds de 100 millions, 200 millions, 70 millions, et j'en passe des millions. C'est très bien, ok, c'est super. Il en faut. De toute façon, il faut de l'argent. L'argent, en fait, c'est un peu le fuel que tu mets dans ta voiture. Si t'as pas de fuel, tu tombes en panne. Donc, t'en as besoin. Mais je trouve que ça devrait pas être le driver en fait de tout ça. Pour moi, c'est le patient. Et donc moi, je suis en fait mon drive. Donc tu vois, c'est le bling bling, la dorure. C'est super bien. J'aime bien de temps en temps aller dans un cocktail machin, mais c'est pas mon truc quoi. Mon truc, c'est vraiment d'être à la paillasse, de driver les gens pour inventer des solutions. Donc si tu me dis ce qui m'embête un peu, c'est un peu des fois le côté bling bling.
C'est vrai qu'on a tendance maintenant à évaluer la réussite d'une boîte uniquement à l'argent qu'elle a levé et pas ce qu'elle accomplit. Bah, c'est un peu ça. Et puis tu sais, en fait, t'as aussi les gens qui rêvent avec le magazine Capital. Je sais pas si ça existe encore, mais les gars qui pensent que ils vont faire une start-up demain, ils vont être milliardaires. Je pense que ça marche pas tout à fait comme ça. Il faut un peu travailler, quoi. En effet. Et une autre chose aussi qu'il faut travailler, et je pense que tu es la très bonne personne pour que je te pose cette question-là, c'est quels sont les challenges, les barrières à l'industrialisation en France. On l'a évoqué un petit peu tout à l'heure, mais est-ce que tu vois justement les gros freins pour créer des champions français de biotech? Bah, en fait, pour le moyen, c'est souvent en fait les finances, parce qu'en fait, je te parlais en fait des usines. Les usines, il faut de l'argent. Et souvent, en fait, on dit t'es biotech, t'es une start-up. Non, non, on va sous-traiter. On va sous-traiter et donc on va sous-traiter où c'est moins cher. Et sauf que tu perds de la flexibilité et tu peux te planter. Donc je pense que moi je pense qu'il faudrait remettre en fait dans la biotech l'intégration verticale en fait de l'outil de production. Pour moi, l'outil de production, il est aussi indispensable que la techno. Et donc Complètement, ouais. c'est pas la vision qu'on avait en France. On disait on va aller faire ça en Chine, en Inde où ça sera moins cher. Mais non, je pense qu'il faut intégrer, maîtriser en fait la chaîne de valeur. Est-ce que tu penses que c'est possible de développer justement des CDMO qui arriveraient à s'adapter un petit peu à tous les produits biotech qui sont sur le marché et qui du coup centralisent Non, l'industrialisation? mais par contre, tu vois, il y a des trucs qui marchent vachement bien à Boston, en fait, au MIT. En fait, tu as des laboratoires académiques et tu as des mini CMO à la disposition en fait des chercheurs. C'est-à-dire que les chercheurs, quand ils sont dans leur labo, ils ont déjà en fait une vision de l'industrie. Et donc, et tu peux aller les solliciter, tu sais, comme une plateforme, encore une fois, en disant j'ai besoin de, je sais pas, de 300 grammes d'anticorps monoclonal. Tu travailles déjà sur des outils semi-industriels. Et là, je pense que tu vois, dans les centres de recherche qui font de la biotechnologie, ça serait vachement bien d'intégrer des outils semi-industriels où les gens voient déjà les contraintes. C'est une excellente idée. C'est vrai qu'on n'en a jamais parlé sur le podcast et c'est une excellente idée justement à implémenter pour faire de la France et avoir des champions français. Et pour finir, je vais te poser quelques questions plutôt sur l'entrepreneuriat. Et quelle est la plus grosse surprise que tu as eue sur l'année écoulée, donc sur l'année 2021? C'était la suite de l'année 2020 qui était bizarre. Je sais pas en fait. On est dans un monde un peu bizarre en fait. Alors on a entendu parler du Covid, on entend encore parler du Covid. Voilà, je sais pas. Je trouve que c'est un monde bizarre en fait. C'est un monde qui a pas encore trouvé ses marques post-Covid. C'est instable, c'est bizarre en fait. Je sais pas te répondre plus que ça. C'est un monde difficile à comprendre. D'accord. Et autrement, si on revient justement sur Emarina, quel est ton plus grand regret dans le développement d'Emarina? Mon plus grand regret dans le développement des marinas, j'en sais rien. C'est, je sais pas. C'est peut-être de pas avoir trouvé les bonnes personnes en fait au bon moment dans le développement de la boîte, etc. Après, je pense que j'ai fait de mon mieux. En fait, il y a quelqu'un qui me dit toujours fais de ton mieux et ne regrette rien. Je pense que j'ai fait de mon mieux. J'ai pas triché avec moi-même. Et donc voilà. Je sais pas si j'ai répondu à ta question, mais Si, si, ça répond à la question. Et la petite question aussi qui est toujours marrante à poser, c'est de savoir qu'est-ce que tu dirais au Franck qui vient de se lancer dans Emarina en 2007. entoure-toi bien. Fais attention en fait aux requins qui sont autour de toi. Distribue pas des actions comme ça parce que les actions aujourd'hui ça vaut rien, mais demain ça vaudra quelque chose. Donc fais attention, entoure-toi bien et surtout aussi fais un bon pack d'associés. Un rappel, je pense, très important pour tous ceux qui entreprennent. Et également, je sais que tu m'en as parlé lors du premier appel qu'on a fait justement pour préparer un petit peu l'épisode. Tu expliquais qu'il y avait quand même beaucoup de hauts et beaucoup de bas quand on gère une biotech. Comment tu fais? Est-ce que tu as des outils pour gérer ces hauts et ces bas? Non, en fait, je pense que tu sais, c'est une aventure. Donc à un moment donné, déjà, je pense que c'est une aventure. Alors moi, je suis marié, j'ai des enfants, c'est une aventure familiale. Donc il faut déjà que ton contexte familial soit stable, soit avec toi, etc. Pour que ta famille aussi absorbe ça, parce que tu sais, quand t'entends parler des marinas ou que tu vois une vidéo, t'as l'impression que c'est super facile. Le mec, il se promenait sur la plage et il a fait un produit pour la transplante comme ça. Non, non, c'est beaucoup de déceptions, beaucoup d'erreurs, donc en fait, il faut tenir. C'est-à-dire que et moi j'aime bien c'est quelqu'un qui m'a raconté ça, c'est que finalement aujourd'hui tu vois t'as un problème. Donc le problème tu vois c'est un Himalaya. Et puis en fait finalement tu dis mais comment je vais passer ce problème et puis demain tu prends du recul et puis c'est une petite colline. Donc en fait c'est prendre du recul sur les problèmes. C'est difficile, hein, c'est pas du jour au lendemain, mais c'est de dire demain il y aura un monde meilleur, il y aura une journée meilleure. Donc en fait c'est prendre un peu de recul en fait sur les problèmes du quotidien. Et si tu devais relancer une boîte aujourd'hui dans l'écosystème health tech, que ça soit biotech, medtech, e-santé, quelle boîte tu lancerais là aujourd'hui?
Quelle voie? Quelle boîte, quelle entreprise tu lancerais aujourd'hui? Alors ça, ce qui est sûr, ce serait toujours dans la biologie marine. Donc j'ai plein d'autres idées. En fait, tu sais, le monde marin, c'est un monde qui n'a pas été exploré parce qu'il est difficile d'accès. Il y a énormément de possibilités dans le domaine marin. Donc en tout cas, ça sera autour de la mer. Après, dans quel domaine particulier, j'en sais rien. Mais ça serait probablement dans le même contexte de molécules naturelles, parce qu'elles ont fait l'épreuve du temps avec l'évolution. Tu sais, moi je dis toujours que Emarina a récupéré 450 millions de données de recherche et de développement. C'est de se servir de la nature pour innover. Mais aujourd'hui, te dire dans quel domaine thérapeutique, j'en sais rien. En tout cas, ça sera au service des patients. Complètement. 2 questions pour terminer. Est-ce qu'il y a un domaine sur lequel tu es en train d'essayer de monter en compétence actuellement? Alors, je pourrais, parce qu'en fait, je suis un très mauvais manager. Et donc, j'adorerais en fait m'améliorer sur ce terrain-là. Par contre, je sais que c'est pas ma force et c'est pas ma plus-value. C'est-à-dire que je suis quelqu'un en fait qui va très vite dans sa façon de réfléchir et je comprends pas pourquoi les gens vont pas aussi vite. Donc, je suis très mauvais là-dessus et je pense que je devrais m'améliorer. D'accord, ok. C'est intéressant, c'est toujours intéressant à savoir. Et peut-être comment tu fais la différence entre un leader et un manager? Ah bah c'est clair, c'est ce que je viens de te dire, c'est que en fait, je pense que un leader, c'est celui qui donne le cap, c'est qui veut amener en fait tout le monde en fait au niveau c'est la vision stratégique, c'est voilà, on va aux États-Unis, on traverse l'Atlantique. Alors on peut louvoyer, mais en fait on traverse l'Atlantique. Et le manager, c'est celui qui va commander les équipes, qui va dire bah toi il faut que tu tires un bord par là, toi il faut que tu tiennes la barre comme ça. Par contre le voyage, on va le faire ensemble et on va aller aux États-Unis. Donc après tu peux y aller, j'en sais rien, en 3 semaines, comme tu peux y aller en 15 jours, comme tu peux y aller en 1 an. Donc en fait le but c'est de tenir le cap. Donc un leader, c'est quelqu'un qui tient le cap et qui a une vision stratégique en fait de la boîte. Et le manager, c'est celui qui accompagne en fait le leader pour arriver à ses objectifs. Garder le cap, je pense qu'on a fait quasiment le tour du podcast en démarrant avec le commandant Cousteau. Et pour terminer, quelques petits conseils plutôt entrepreneuriaux pour ceux qui nous écoutent. Est-ce que tu as un conseil concret, activable maintenant tout de suite pour ceux qui voudraient entreprendre et peut-être entreprendre dans la biotech parce que c'est le sujet du jour? Le première chose, c'est d'écouter en fait sa passion, son cœur, etc. Et puis je dirais en fait, allez-y, n'ayez pas peur, la vie est courte. Donc en fait, la peur de rater, ça immobilise en fait ça immobilise le mouvement. Et donc de pas avoir peur de rater. Finalement, on apprend à marcher en tombant. Et donc à un moment donné, c'est d'essayer sur ce chemin de l'entrepreneuriat, de vouloir y arriver. Et il y a une seule chose qui est en fait un échec, c'est pas grave. En fait, il faut apprendre de ses échecs. Après, le truc, c'est de pas faire des échecs à répétition et surtout de ne rien lâcher. C'est-à-dire que c'est facile de dire oh là j'en ai marre, je lâche. D'ailleurs, ça m'est arrivé de dire j'en ai marre, je lâche, mais je suis toujours là et je continue. Donc never give up et puis n'ayez pas peur. Et pour finir, est-ce qu'il y a une question que tu aurais aimé que je te pose sur cet épisode de podcast? Non, je pense que tu as fait le tour en fait du début à la fin, en fait en partant par la techno. J'ai été très content de faire ça avec toi parce que je pense que c'est en quelques minutes, je sais pas combien de temps on a passé ensemble, mais on a résumé en fait très très vite en fait l'aventure Emarina. C'est vrai qu'on a résumé, on a fait 33 minutes exactement, mais ça va vite. Il y a beaucoup de choses qui arrivent et je crois que, je pense que tu disais qu'il y aura peut-être des annonces qui vont arriver prochainement, donc on va suivre l'actualité d'Emarina. Et en tout cas, merci beaucoup Franck pour cet échange. Je t'en prie et merci à toi.